Donc, et en 2004, hein, lorsque 4 ans après, je dirais, l'apparition de ce concept, eh bien, il y avait quand même 50 définitions de la e-santé dans la littérature. Alors, aujourd'hui, comment on peut un petit peu cadrer tout cela? Parce qu'on parle de télémédecine, on parle de e-santé, on parle de télésanté, on parle de santé connectée, on parle de santé mobile, beaucoup de termes qui apparaissent, disons, avec les modes du moment. Aujourd'hui, ce que l'on peut classer, si vous voulez, c'est que la e-santé, la santé mobile, mobile health, ou même la santé connectée, qui est le dernier terme qui a été créé, je dirais, concerne d'une part tout ce qui relève du système d'information en santé, le transfert, disons, de l'information par le système numérique. Alors là, vous avez une déclinaison importante de tout ce qui relève des systèmes d'information, allant du DMP, allant des systèmes d'information, l'hôpital numérique, enfin ce dont vous avez déjà entendu parler et qui relève du système d'information en santé. Donc, ce domaine-là a un cadre juridique très précis, notamment en France, avec ce qu'a donné, je dirais, la CNIL en 1978, et puis depuis tous les décrets concernant l'interopérabilité et la confidentialité des systèmes d'information en santé. Et donc, vous avez à côté la télésanté. La télésanté, je dirais, c'est les services à la personne pour son bien-être, en sachant que le terme santé avait été défini par l'OMS en 1945, qui y avait insisté pour dire que la santé, ce n'était pas uniquement l'absence de maladie, c'était le bien-être des personnes. Et donc, vous avez tout un champ qui s'est développé. Donc, dans les pays anglo-saxons, c'est téléhealth. Ici, on l'appelle télésanté. Donc, qui concerne la télésurveillance sociale, prévention des chutes à domicile, le télémentorat, la domotique, le téléconseil par le web, les réseaux sociaux. Tout ce champ-là, aujourd'hui, n'a pas de cadre juridique. Vous ne trouverez jamais dans le Code de la santé publique le terme télésanté. Vous ne trouverez pas le terme e-santé non plus. Aujourd'hui, le seul cadre juridique qui se trouve à la fois dans la loi et dans la réglementation, c'est le terme télémédecine, donc, dont le cadre juridique a été porté par la loi HPST le 21 juillet 2009 et son décret d'application en octobre 2010. Et donc la télémédecine, c'est l'usage du numérique par les professionnels de santé pour faire de la médecine à distance. Et donc, la France a choisi, par rapport à la définition initiale que je vous donnais, la France a choisi le modèle de la télémédecine clinique pour le mettre dans le Code de la santé publique. Alors, quelle est la définition française de la télémédecine clinique? Elle se trouve donc dans le Code de la santé publique. C'était l'article 78 de la loi HPST. Et je ne vais pas vous lire tout ce texte, vous l'avez certainement lu, mais je dirais que ce texte a voulu introduire une notion nouvelle de la pratique médicale. On passait d'une pratique individuelle, individualiste parfois, à une pratique collective, partagée. Et donc, la télémédecine a l'avantage de permettre à plusieurs professionnels de santé de travailler ensemble, qu'ils soient médecins ou non médecins. Et donc, ça transparaît dans le texte. Et bien sûr, le cœur du métier du médecin reste le même, ou des professionnels de santé paramédicaux. Mais je dirais, on a mis l'accent dans cette définition de télémédecine clinique à l'évolution des pratiques professionnelles qui deviennent collaboratives. Alors, il y a eu des actes qui ont été publiés dans le décret de 2010, que vous connaissez, la téléconsultation, lorsque on fait une consultation à distance, donc le patient est en face de soi, mais de façon virtuelle, à distance. Vous avez la téléexpertise qui fonde l'évolution actuelle de la médecine, qui est une médecine collaborative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin ne peut absolument pas prétendre tout connaître, donc il doit sans cesse travailler avec des spécialistes, avec notamment les médecins de premier recours. Donc la télémédecine permet de faire ce que j'appelle la mutualisation des savoirs, et ça s'appelle la téléexpertise. Vous avez la télésurveillance, qui est vraiment probablement l'innovation la plus importante en matière de télémédecine,
qui permet, disons, à des patients d'être suivis à domicile et d'éviter, quand c'est possible, d'être hospitalisés. Et puis vous avez la téléassistance, et là qui fonde ce que je vous disais dans la définition de la télémédecine, c'est-à-dire la possibilité donnée aujourd'hui aux professionnels de santé médicaux et non médicaux de travailler ensemble. Et on appelle ça, dans certaines applications, de la téléassistance. Et vous avez le téléconseil qui aujourd'hui, pour l'instant, disons, est limité au téléconseil public par le Centre 15. Alors, pour résumer sur cette présentation de la télémédecine clinique, c'est dire que nous avons en France un mariage difficile à faire entre une tradition de la médecine clinique française qui a été créée en 1802 avec les concours d'externat et d'internat, qui est une particularité française, hein, et qui a essaimé à travers le monde avec, à l'époque, des grands maîtres comme Pasteur Valéry Radeau, mais qui est caractéristique de la médecine française. C'est-à-dire, c'est apprendre la médecine à partir de l'observation du malade. Et donc, nous avons toujours cette tradition, et le mariage avec, disons, les outils numériques aujourd'hui se fait progressivement, mais il faut certainement travailler différemment que dans le milieu anglo-saxon, où le milieu anglo-saxon, ce n'est pas de la médecine clinique. Hein, il y a beaucoup de pays où vous devenez médecin sans avoir jamais vu un patient. Hein. Voilà, donc en France, je dirais, on a eu un modèle qui a développé il y a 10 ans, disons, ce modèle de télémédecine clinique. C'est le modèle que Louis Laringue en Midi-Pyrénées a développé au début des années 95 et qui consistait à faire de la télexpertise entre les établissements de proximité et puis le CHU de Toulouse. Hein, il a pu montrer des résultats, montrant qu'une fois sur deux, le fait que deux médecins discutent ensemble, eh bien, ça évite le transfert des patients dans l'hôpital. Hein. Il suffit que les deux médecins discutent du dossier et ça permet d'éviter à des patients éloignés de venir dans le plus gros hôpital. Et puis, il a surtout montré que ça évitait des pertes de chance, puisque le fait que les médecins puissent dialoguer à distance, eh bien, le spécialiste apportait des informations que n'avait pas le non-spécialiste, et ça permettait d'éviter certaines pertes de chance. Alors, la stratégie, pour terminer très vite, la stratégie nationale qui a été arrêtée par les pouvoirs publics le 8 juin 2011 a été de faire un programme national de déploiement de la télémédecine avec 5 priorités en fonction du degré de maturité de ces développements au cours des dernières années. Il y avait la permanence des soins en téléimagerie, la prise en charge de l'AVC, la santé des personnes détenues, la prise en charge des maladies chroniques et la télémédecine dans les structures médico-sociales ou en HAD. Et donc ce programme se développe actuellement au niveau des ARS. Les 26 ARS ont fait un programme régional de télémédecine. Et vous avez ici une cartographie montrant qu'en fin 2012, on était déjà à 331 projets de télémédecine à travers toute la France. Ces projets de télémédecine correspondent d'ailleurs aux actes qui ont été retenus, comme la téléexpertise et la téléconsultation, qui sont majoritaires dans les pratiques. Et donc, il y a eu un travail, et je vois Béatrice Faliz-Mira qui est arrivée, qui a contribué, disons, à ce travail qu'en était la NAP, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une vingtaine d'applications de télémédecine pour bien aller au cœur, je dirais, du développement de ces pratiques nouvelles et savoir quels étaient les points forts et les points faibles. Et je vous recommande de lire cet ouvrage qui est sur le site de la NAP. Et puis donc, il y a eu toute une stratégie de conduite de projet faite par le gouvernement qui a fait des guides, disons, pour accompagner les ARS à développer dans leur région la télémédecine. Et donc, il y a eu aussi, donc, dans le cadre de ce programme régional de télémédecine, il y a eu la mise en place d'une infrastructure. C'est une plateforme qu'on appelle l'espace numérique régional en santé, le NRS, qui est une plateforme, une sorte d'offre de services numériques pour faciliter le développement des applications de télémédecine dans chacune des régions. Voilà.
Merci de me sonner, j'arrive à la fin. Une Et minute. donc, Bon, allez-y, concluez quand même. et donc tout ça pour vous dire que le gouvernement français met beaucoup d'argent aujourd'hui dans la télémédecine, puisqu'il y a quand même 40 millions d'euros par an depuis 4 ans qui est injecté, et qu'il faut que cet argent arrive quand même à développer, disons, des applications de télémédecine. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est parfois difficile et que l'accompagnement du changement est toujours un sujet difficile parce qu'on peut mettre beaucoup d'argent. Il y a aujourd'hui des GCSI santé avec des plateformes qui sont des véritables Rolls-Royce, hein, mais encore faut-il qu'elles permettent, disons, de faire des applications dans les régions. Voilà, à savoir que également, puisque nous sommes à Enghien et que nous sommes dans un développement possible de la télémédecine dans le milieu libéral, eh bien aujourd'hui il y a une possibilité, il y aura une préfiguration du financement des actes, disons, de télémédecine par l'assurance maladie. Je vous remercie.